dans la bibliothèque de la ferme. La prééminence marchande de l'Angleterre. Au début, l'Angleterre est tentée par le gigantisme, jusqu'au moment où, boutée hors de France, elle se retrouve ramenée chez elle. Au début des temps modernes, le fait d'être repoussé chez eux a valorisé pour les Anglais les tâches inférieures, telles la mise en valeur du sol, des forêts, des landes et des marécages. Dès lors, ils ont été plus attentifs aux frontières avec l'Écosse, l'Irlande et le Pays de Galles. Ces proportions modestes ont rendu beaucoup plus favorable la formation rapide d'un marché national. Jusqu'au XVIIe siècle, l'Angleterre n'en est pas encore au splendide isolement. Elle se sent, sinon assiégée, ce serait trop dire, du moins menacée par une Europe inamicale, par une France politiquement dangereuse, par une Espagne bientôt trop avantagée, par Anvers et ses marchands dominateurs, et plus tard par Amsterdam, enviée et détestée parce que triomphante. Un monde donc où elle voit des dangers, des menaces et même des complots partout. Contre ces menaces qui ne sont pas toujours imaginaires, mais souvent grossies, l'Angleterre réagit avec vigueur. Les marchands banquiers italiens sont éliminés au XVIe siècle. Au même siècle sera créé le Royal Exchange contre Anvers et les Stock Company contre l'Espagne et le Portugal. Contre la Hollande est édicté l'acte de navigation de 1651 et contre la France sera menée la politique coloniale acharnée du XVIIIe siècle. L'Angleterre est ainsi un pays sous tension, attentif, agressif, qui entend faire la loi et la police chez lui et même hors de chez lui à mesure que sa position se renforce. L'histoire singulière de la livre sterling démontre qu'en Angleterre, rien ne se passe comme ailleurs. Partout, les monnaies ne cessent de varier. Manipulée par l'État, désarçonnée par les conjonctures hostiles, la livre sterling, elle, stabilisée en 1560 par la reine Élisabeth, ne variera plus et gardera sa valeur intrinsèque jusqu'en 1920, voire jusqu'en 1931. Équivalente à 4 onces d'argent pur, elle trace pendant plus de 3 siècles une étonnante ligne droite. Nous n'avons pas besoin de montrer combien le problème est important. La fixité de la livre a été un élément crucial de la grandeur anglaise. Sans fixité de la mesure monétaire, pas de crédit facile, pas de sécurité pour qui prête son argent au prince, et pas de contrat dans lequel on puisse placer sa confiance. Et sans crédit, pas de grandeur ni de supériorité financière. Le système or se généralisera au XVIIIe siècle, et l'étalon or ne fut officiellement proclamé qu'en 1876. Cela permit à la livre sterling de contracter un nouveau bail avec la stabilité. Puis l'Angleterre se dirige vers le stade qui logiquement devait suivre, celle du papier. En effet, dans la mesure où, peu à peu, elle arrive au centre du monde, elle a, comme la Hollande de la grande époque, moins besoin des métaux précieux. Un crédit facile, presque automatique, multiplie ses moyens de paiement. Et si le papier a pris cette place décisive, c'est que l'Angleterre, détrônant Amsterdam, est devenue le point de confluence des échanges de l'univers. Et que l'univers, si l'on peut dire, se comptabilise chez elle. Les foires, ces anciens lieux de confluence, avaient offert des concentrations analogues, le crédit s'installant chez elle au-dessus du comptant. L'Angleterre ne fait que donner de nouvelles dimensions à une solution ancienne. Et la voilà plus inondée de papier que les foires de Besançon, et autant que la place même d'Amsterdam. La stabilité de la livre, c'est un instrument de combat d'un pays contraint par son insularité, l'île à défendre, par son effort pour percer le monde et par sa claire notion de l'adversaire à abattre. Anvers, Amsterdam, Paris. Un tel succès a dépendu de l'attitude du public anglais, de son civisme et de la confiance qu'il portait depuis longtemps à un système monétaire qui avait choisi la stabilité. Mais une telle confiance se fonde également sur l'assurance et la certitude que donne la richesse.
Le gage du papier-monnaie, ce n'est sans doute ni l'or ni l'argent, mais l'énorme production des îles britanniques au travail. C'est avec les marchandises créées par son industrie et avec le produit de son commerce de redistribution que l'île paie à ses alliés européens les fabuleux subsides qui lui permettront d'abattre la France, de maintenir une flotte fantastique pour l'époque et des armées qui contribueront à retourner la situation contre Napoléon. Londres a construit et orienté l'Angleterre depuis A jusqu'à Z. Ainsi, à la différence de la France, trop vaste, divisée contre elle-même, tiraillée entre Paris et Lyon, l'Angleterre n'a eu qu'une tête, mais énorme. Londres est à la fois capitale économique, résidence du roi, du Parlement et des riches, mais aussi un port très actif que longent les quartiers populaires. La vie anglaise ne le cède en rien à Paris en tant qu'énorme machine parasite de luxe, de gaspillage, mais aussi de création culturelle. Ainsi, la ville compte 17 théâtres en 1629 quand Paris n'en compte qu'un seul. Enfin et surtout, le quasi-monopole de l'importation et de l'exportation, dont Londres a joui très tôt, lui donne le contrôle de toutes les productions de l'île et de toutes les redistributions. Tout parvient à Londres, tout s'en échappe à nouveau, soit vers le marché intérieur, soit vers le dehors. La centralisation politique, la puissance de la monarchie anglaise, le centrage poussé de la vie marchande, tout travaille à la grandeur de la capitale. Et cette grandeur est elle-même organisatrice de l'espace qu'elle domine et où elle crée les liaisons multiples de l'administration et du marché. Dès lors, le marché anglais se présente à nous comme une unité vivante dès le début du XVIIIe siècle, donc très précocement. C'est-à-dire que les marchandises en vente à Londres, issues de tous les points de l'Angleterre et du monde, le sont dans tous les marchés et toutes les villes des comtés. L'uniformité de l'habillement, surtout féminin, et l'ubiquité des modes sont de bons indicateurs de la réduction de l'espace économique anglais à l'unité. Mais il est d'autres tests, ainsi la diffusion des premières banques à travers le pays dès 1695. C'est aussi à cette époque que l'Angleterre est devenue la Grande-Bretagne, en s'imposant à ses voisins au nord et à l'est. S'imposer à de tels voisins a été le processus crucial de l'histoire intérieure des îles britanniques. Et comme de juste, le politique a précédé ici l'économie, et c'est par la force que la domination s'est imposée. L'Angleterre est devenue la maîtresse incontestée de l'économie monde vers les années 1780-1785, à la fin du XVIIIe siècle donc. Le marché anglais n'a-t-il pas alors réussi simultanément trois achèvements, sa propre maîtrise, la maîtrise du marché britannique et la maîtrise du marché mondial? En effet, Londres impose ses conditions commerciales à la Russie, à l'Espagne, au Portugal et aux États-Unis.